Figaro Live, 19h22, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct ce jeudi, au lendemain de la sortie en France en tout cas, d'un film qu'on attendait depuis longtemps, que de nombreuses personnes attendaient, Joker avec Joaquin Phoenix, de Todd Phillips, j'oublie tout le temps son nom, je confonds souvent les réalisateurs, donc de Todd Phillips, un film bien important puisque il vient faire un petit peu guise d'ovni dans le monde du cinéma de super-héros à l'heure où Avengers vient de terminer une saga de plus de 10 ans de cinéma. On assiste ici à un film un peu plus original. On va voir aujourd'hui ensemble si ce film est bien et on va revenir surtout tous ensemble sur ce personnage ma foi pittoresque et peut-être même légendaire du monde des comics, mais désormais également sur le monde du cinéma. On est ensemble sur la page principale du Figaro, merci d'être avec nous, mais également sur Facebook où je peux suivre en direct tous vos commentaires et sur Twitch, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires à nous fournir, si vous avez des questions également, puisque vous allez le voir, nous sommes bien accompagnés. À ma gauche, bonjour Kevin, vous êtes vidéaste chez Figaro Live, on peut voir vos créations dans l'actualité au quotidien, mais vous êtes également youtubeur, vous faites une série sur YouTube dédiée aux comics en général. Aux comics en général, la pop culture. Et voilà, et donc du coup on peut vous retrouver sur Comics Café sur YouTube. Exactement. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes le seul de ce plateau à ne pas avoir vu le Joker encore, donc on va essayer de ne pas vous spoiler. Évidemment, gentil, ce live merci. est garanti pour vous également sur le chat sans spoiler. Avec nous également sur le plateau et bien installé dans des sièges de ciné, vous pouvez le voir, Olivier Corentin Mouchon. Vous êtes journaliste chez Comics Blog, un site d'actualité, le premier en France qui traite des comics. Merci d'être avec nous. On va revenir avec vous sur ce que vous avez pu penser du film, vous qui êtes peut-être plus habitué au papier qu'au grand écran. On va vous demander un petit peu votre avis sur cette version de Joker avec Joaquin Phoenix qui semble bien parti pour avoir 2-3 prix et lauréats et trophées dans l'année à venir. Enfin avec nous, c'est un plateau de prestige, Olivier Delcroix qui est avec nous. Vous êtes rédacteur en chef au Figaroscope et au Figaro. Un grand merci d'être avec nous. On est habitué de débriefer des films, notamment de super-héros avec vous sur le plateau, et c'est toujours un vrai plaisir. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, je vais pas accorcher le titre, les super-héros au cinéma, que vous pouvez retrouver et qui est ma foi tout à fait fourni. On a eu la chance de le bouquiner maintes et maintes fois, et voilà, il est tout à fait intéressant. Donc vous voyez qu'il y a du beau monde ce soir sur le plateau. N'hésitez pas à commenter, à nous poser toutes vos questions, déjà sur le film, sur ce qu'on en a pensé, ou à nous partager votre avis si vous êtes allé le voir. Bien évidemment, on vous invite à ne pas spoiler les autres dans le chat, que ce soit sur Facebook, la page principale du Figaro, ou sur Twitch. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Marc Decailleux, je peux voir votre commentaire. Vous nous dites que vous allez voir le Joker. Un grand plaisir. Dites-nous ce que vous en attendez. Promis, on vous spoile pas le film en tout cas. Merci d'être avec nous sur Facebook. Si comme Marc vous êtes là, passez-nous un petit coucou dans le chat et posez-nous en fait toutes vos questions, tous vos commentaires, puisque on va revenir également sur la place du Joker un petit peu dans la culture générale, mais également dans les comics. C'est important puisque c'est un personnage qui est parfois méconnu du grand public. On se contente un petit peu de ses façades cinématographiques, alors que derrière, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite sur ce film que vous pouvez voir défiler derrière nous. Le Joker est sorti hier. Il a déjà remporté quelques succès, un Lion d'Or à Venise à la Mostra, c'est pas rien. On va revenir sur ça tout de suite, mais également un record, je crois, Kevin Ebuterne, 93,5 millions de dollars lors de son premier week-end, et c'est un record. Et c'est un record bien devant Venom à la même période, qui lui a fait que 80 millions si je ne me trompe. Donc et je pense qu'il est parti pour enchaîner sur quelques dollars de plus dans les jours à venir. Alors, une question simple déjà pour vous, Olivier Delcroix, c'était comment ? C'était un grand moment de cinéma auquel je ne m'attendais pas. C'est un film puissant, c'est un film viscéral, c'est un film dont on sort assez bouleversé. Ça raconte effectivement les origines du personnage du Joker, qui est un personnage qui a été créé par Jerry Robinson, en tout cas sur le plan du dessin graphiquement, dans les années 40.
Il s'inspirait à l'époque d'un film de 28 qui était une adaptation de Victor Hugo, L'homme qui rit. Et déjà, on voit en tout cas dans le film de Todd Phillips des références à ces origines-là. Et je trouve que Joaquin Phoenix, que j'ai eu la grande joie de rencontrer à Paris quand il est passé lors de l'interview, il est extraordinaire parce qu'il s'est remplumé, mais il a quand même perdu jusqu'à 23 kilos pour incarner le personnage du Joker. C'est vrai que son physique est impressionnant. Et puis Todd Phillips a eu l'intelligence en fait de situer ce film avant l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux dans une sorte de New York un peu mythologique qui est celui du nouvel Hollywood, qui est celui qui a été mis en place par les Martin Scorsese dans Taxi Driver ou même dans La Valse des Pantins. Aussi évidemment on retrouve Friedkin, on retrouve cette espèce de ville un peu dangereuse, crasseuse, âpre, où à chaque coin de rue on peut se faire alpaguer par des méchants. Et donc le Joker évolue dans ce système-là avant l'émergence d'Internet. Évidemment, cet Arthur Fleck n'existe pas. Normalement, dans le film de Tim Burton, le personnage s'appelle Jack Napier, 1989. Là, il lui redonne un nom, il lui redonne une origine, il lui redonne un passé, une mère et une envie. Et cette envie, c'est celle de devenir un auteur de stand-up. Il veut devenir comédien, il veut faire rire les gens. Alors que lui-même est affecté par une sorte de maladie, une infirmité. On dit he has a condition en anglais. Et effectivement, il ne peut pas s'empêcher quand il est stressé de rire. Et ce rire est un des points forts, je trouve, du film. C'est un rire qui s'étrangle, qui lutte, qui est une confrontation intérieure en elle-même. C'est un rire qui est à la fois sardonique, un rire qui est à la fois porté vers l'extérieur et en même temps un rire d'une telle souffrance absolument extraordinaire. Et avec une espèce d'aspiration là, qu'on a l'impression que ça lui arrache les poumons, il joue très bien. Formidable, et rien que pour la performance de Joaquin Phoenix, vous savez que le film va vous emporter très loin. Même à mon avis, et à mon humble avis, je pense que c'est même aller plus loin que Heath Ledger. Et Dieu sait si j'avais adoré la prestation d'Heath Ledger dans le Dark Knight. Bon, attention, toute proportion gardée, parce qu'en réalité, Heath Ledger était le, entre guillemets, faire-valoir de Batman, puisque quand Christopher Nolan en 2008 sort Dark Knight, Christian Bale joue Batman, et Batman est quand même malgré tout le héros. Ensuite, effectivement, Joker est son ennemi, son pire ennemi, c'est un Némésis. Néanmoins, ce n'est pas lui qui est au centre du film, ce n'est pas lui avec qui on va passer 2 heures. Or, ici, il s'agit bien de Joker. Et c'est un film qui raconte sa vie. On va revenir un petit peu sur les thèmes abordés et le contexte de ce film, également sur peut-être son potentiel cette année à peut-être se hisser parmi les plus grands films, peut-être les plus récompensés. Moi en tout cas, personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'il en a les moyens. On va revenir là-dessus. Dites-nous par exemple si vous l'avez vu, si vous pensez que par exemple on peut voir décerner à ce film plusieurs Oscars, ce genre de choses. Moi j'y crois, c'est assez impressionnant et ce serait un beau symbole pour un film de super-héros qui évidemment est parfois un peu boudé du cinéma des plus hautes marches. Merci à tous d'être avec nous, je vois vos commentaires sur Facebook. En tout cas, Olivier et Corentin, vous avez beaucoup de coucou dans le chat, un chat de nos confrères de Comics Blog qui vous dit que votre patron est fier de vous. Bonjour à vous, Comics Blog, merci de nous prêter Corentin. Salut, vous avez également, semble-t-il, des gens qui vous connaissent, comme Arnaud Kikou, qui vous passe le bonjour et vient concurrencer vos connaissances sur Alan Moore. On va reparler plus tard. J'aimerais bien vous parler un peu de Watchmen, moi, tout à l'heure. J'ai vu beaucoup de similitudes avec ce film. On va en reparler. Bonjour à vous, Tengri, et bonjour à vous, Reda. Reda, vous nous posez une question que je vais adresser tout de suite sur ce plateau. Vous nous demandez pourquoi le Joker est-il si connu dans la pop culture. Alors, Olivier Corentin, justement, vous traitez plutôt du Joker en général dans votre travail dans le monde des comics. C'est vrai que le Joker, c'est peut-être même plus un personnage de pop culture en général qu'un simple personnage de comics, comme certains autres personnages ou super-héros qu'on a l'habitude de côtoyer. Oui, carrément. Mais en fait, ça vient aussi du cinéma, ça vient aussi de la télévision. Le Joker, effectivement, dès qu'il est créé dans les années 40, devient tout de suite une figure très ombrageuse. Il récupère en fait une sorte d'héritage du pulp, donc des romans feuilletons noirs de l'époque, qui est le clown tueur.
et qui est déjà culte avant même que le Joker n'apparaisse. Mais au fil des années, on va avoir une sorte d'écrémage qui fait que ça va devenir le seul en fait clown tueur, en tout cas aussi réaliste. On a aussi le clown sad, Pennywise à côté, mais avec les années aussi, le mythe du clown tueur va devenir important avec des tueurs comme John Wayne Gacy. Aujourd'hui, on a encore des apparitions de clowns très régulièrement à New York ou dans les États-Unis où on se demande un peu ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas dangereux. Et le Joker, à travers le cinéma, mais aussi à travers les comics, on parlait donc de Alan Moore, mais il y a Killing Joke par exemple, qui est le chef-d'œuvre qui va définir le Joker et Batman dans leur relation de dualité, d'amour-haine, de jumelage pendant des décennies. Effectivement, on ne peut pas ne pas parler de Jack Nicholson, qui à l'époque a marqué les gens et a aussi inspiré le Joker de la série animée de Bruce Timm et Paul Dini. Mais en fait, moi je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Le Joker c'est devenu une sorte, parce qu'il n'a pas d'identité justement, à part Jack Napier et Arthur Fleck au cinéma, dans les comics il n'a pas d'identité. C'est juste un avatar du chaos, c'est juste une créature qui apparaît presque ex nihilo, parce que Batman est là et parce qu'il faut une sorte de réponse du mal au bien. Et du coup, il incarne en fait l'idéal même du vilain. C'est-à-dire qu'en général, les vilains ont des motivations, ils ont été virés, leur femme est morte, ils veulent se venger, etc. Là, en l'occurrence, non, il veut juste provoquer le chaos. Et c'est pour ça que moi, en fait, la figure qui ressemble le plus aux comics dans les Jokers du cinéma, c'est celle d'Heath Ledger. C'est-à-dire que c'est une créature qui n'est que chaos, sans identité, qui veut juste détruire, qui n'est pas intéressée par l'argent, qui n'est pas intéressée par le plaisir charnel. Et partant de là, en fait, du coup, forcément, il est plus fort que tous les autres. C'est un vilain qui est presque un vilain maléfique à la Pennywise, justement, qui est juste un être, en fait, presque surnaturel. Heureusement, il est pragmatique. Mais du coup, forcément, il est plus intéressant qu'un Luthor qui est juste un milliardaire véreux et qui peut changer selon les époques, selon comment on voit les milliardaires. Le Joker, à chaque époque, reste un personnage puissant. Alors merci beaucoup Olivier Corentin et merci à vous dans le chat, vous êtes nombreux à commenter. Vous le voyez, je pense qu'on est bien accompagné ce soir pour parler du Joker et de cette légende qu'il est désormais. Alors je pense qu'on peut parler de mythologie plus qu'un simple personnage de bande dessinée. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à nous faire des petits coucous comme vous, Octane qui dit un petit bonjour à Corentin. Voilà, vous avez beaucoup d'amis ce soir dans le chat, Corentin. Merci, merci de nous ramener du trafic dans notre chat. Moi j'avais une petite question pour vous, Kevin et Buterne. Combien à peu près on a de versions du Joker dans les comics en général? Dans les comics en général, en soi, on peut en dénombrer 4-5 vraiment significatifs en termes de design ou même de certains traits psychologiques qui peuvent varier selon l'époque dans laquelle le comics a été publié. Mais en soi, on garde quand même une trame, ce que disait Corentin, on garde quand même une trame qui est toujours la même. C'est un personnage qui n'a pas d'origine et d'identité finalement, qui, même si certaines origines ont été racontées, les propos ne sont jamais vérifiables, tout simplement parce que le Joker lui-même, dans sa folie, n'arrive pas à déceler son vécu passé. Donc, et on garde toujours ce concept de personnage totalement intouchable et presque mystique. Alors, on voit finalement que bien au-delà de cet univers général cinématographique, le Joker, tout ce qui touche à la bande dessinée, plein d'origines, plein de plans qu'on peut lire dans les bouquins vont être repris au cinéma pour représenter le Joker. On va en reparler tout de suite puisque en fait en ce moment il faut vraiment dire que le Joker est quasiment omniprésent, en tout cas dans cette culture et dans un petit peu l'identité Batman en général. On en parle tout de suite juste après ce petit jingle. Alors, avant de me tourner vers Olivier Delcroix pour une petite question maison, je viens vous donner le bonjour à vous dans le chat. Merci à vous qui nous suivez, que ce soit sur la page principale du Figaro, sur Twitch ou sur Facebook. On prend tous vos commentaires, ça fait plaisir de vous voir en tout cas nombreux ce soir. Bonjour à vous Anna, et vous nous dites visiblement un très grand film. Eh bien voilà, personnellement pour l'avoir vu, j'ai en effet trouvé que c'était un excellent film et j'attends vraiment à ce qu'il décroche plein de prix. On suivra ça en tout cas. Olivier, donc vous nous disiez que vous avez particulièrement apprécié ce film, et en fait là aujourd'hui, si on regarde bien les sorties à venir, etc.,
On parle plus tant de Batman, par contre le Joker est quand même omniprésent. Il est actuellement dans une série Gotham qui commence à se terminer. Il y a Birds of Prey qui devrait sortir avec un nouveau trailer qui vient de sortir, qui n'est autre que bien, la petite amie du Joker qui monte son groupe parce qu'elle vient d'être plaquée par le Joker. On a ce film qui vient de sortir. Aujourd'hui, est-ce que le Joker a dépassé le Batman ? C'est une très bonne question et je pense qu'effectivement, elle contient sa réponse. C'est qu'effectivement, on se rend compte que le Joker, actuellement, c'est-à-dire le blagueur, l'homme qui fait des farces, le farceur, est omniprésent dans la culture pop. Il est omniprésent aussi, je pense, parce que dans la réalité, on se rend bien compte, on a pris conscience qu'actuellement, les États-Unis traversaient une sacrée période où finalement, même le premier des Américains, le président des États-Unis, se comporte parfois comme un Joker. Il y a cette extraordinaire métaphore filée, cette allégorie presque, qui est soutenue par le film Joker, où en fait, pendant tout le film, on comprend par la métaphore sociale qu'il s'agit ni plus ni moins d'opposer un film social très fort à un personnage donc effectivement qui s'appelle le Joker, qui est méprisé par la société, qui est écrasé par la société. Il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler presque un syndrome Calimero, une injustice terrible. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches le sont de plus en plus également. Et au-dessus de tout ça, il y a les médias qui orchestrent véritablement cette espèce de fracture sociale. C'est vrai qu'en fait, nous aussi, on a vu ça à travers le prisme des Gilets jaunes, mais finalement, ce film, c'est aussi une parabole sociale, et donc le Joker, il est partout, parce que le Joker, il a cette réponse qui est formidable, qui est « je m'évade à travers la folie, je m'évade à travers la violence, et je m'évade de cette société qui m'opprime à travers le chaos ». Et c'est vrai que Heath Ledger et Christopher Nolan, qui a véritablement imprimé au Joker en 2008 son ADN chaotique, même presque philosophique, est véritablement à l'origine de cette vision. Et c'est vrai que le Joker, dans la pop culture, incarne cette volonté quand même, ce côté sombre de l'Amérique, ce côté sombre qui tout d'un coup glisse vers le chaos et qui le veut et qui même en rit, parce que on est tellement dans l'absurdité, on est tellement dans l'absurde, tellement dans l'horreur, que finalement mieux vaut rire de cette mauvaise blague plutôt que d'en pleurer. Et c'est vrai que c'est pour ça que le Joker est tellement présent. Et je vais rebondir exactement sur ce que vous dites. Je vais citer presque mot pour mot, je me souviens plus exactement de la phrase en anglais, mais dans une autre œuvre de DC, je crois que je ne sais plus, vous me direz, vous me corrigerez, mais Alan Moore, Watchmen, qui est également un très grand film de Zack Snyder, il y a quand même, il tourne autour d'un personnage, le comédien, exactement, un faux super-héros, plutôt un anti-héros mais super-héros quand même, qui s'appelle le comédien justement parce qu'il trouve que cette période de la guerre froide, de risques de guerre, de problèmes sociaux, d'émeutes, etc., est une farce, que la vie est une farce, d'où son nom. Moi j'ai vraiment retrouvé beaucoup de choses identiques, les scènes d'émeutes comme dans Watchmen, certaines citations qui pour moi sont tout à fait identiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Corentin ? C'est amusant d'ailleurs qu'on en parle, puisque je sors d'une conversation animée avec un ami, Frédéric Sigris, bonjour, qui justement me parlait en fait de la scène dans Watchmen dont vous parlez, donc le roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibbons, où il y a le personnage de Rorschach qui est une sorte de personnage de la Sin City pour vulgariser, qui est un justicier tueur comme le Punisher, qui va se faire interner au tout fil du bouquin, et il y a une scène de rencontre entre le psychiatre qui l'interroge et Rorschach, et les dialogues qu'ils ont dans cette scène-là sont quasiment repris mot pour mot dans le film Joker. C'est impressionnant, quoi. Donc, on peut très bien imaginer que Todd Phillips, qui a fait des recherches sur Joker, a dû tomber sur Killing Joke, et chemin faisant, a dû probablement lire Watchmen après. Mais il y a plein d'autres références à Moore. Il y a aussi l'œuvre From Hell, par exemple, qui retrace la chasse après Jack l'Éventreur, excusez-moi. Et il y a aussi une sorte d'ironie sociétale autour de tout ça, de contexte social mis autour d'un tueur en série. Et oui, pour moi, c'est très clairement, il y a une influence. Mais de toute façon, Watchmen a influencé, qu'on le veuille ou non, quasiment 30 ans de comics qui ont suivi. Donc même dans le Joker, on retrouve encore des traces de Watchmen aujourd'hui. Bien sûr. C'est vrai qu'en fait, l'année 86 est une année charnière Bien sûr. Dans les comics, puisqu'en fait, à la fois
il y a Batman Year One de Voilà. Mazzucchelli, il y a les Watchmen de Dave Gibbons et Alan Moore, et puis il y a le Dark Knight de Frank Miller. Je veux dire, c'est quand même 3 viatiques des comic books qui relisent complètement la mythologie des comics et qui en font tout d'un coup quelque chose de formidablement intelligent qui fait véritablement renaître le comics d'une autre manière. Moi j'ai découvert ça. Autant je fais partie de la génération qui a lu Strange et qui a lu chez Sage Édition. Ça s'appelait Sage Édition. Et donc je lisais Batman, je lisais Superman dans ces comics-là. Et en 86, quand tout d'un coup m'est tombé ces bandes dessinées dans les mains, je me suis dit, waouh, ça redémarre, et ça redémarre de manière absolument extraordinaire. À la fois Frank Miller, à la fois Mazzucchelli, à la fois Alan Moore, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'interviewer pour le Figaro littéraire à l'époque de From Hell. Et je me rends compte à quel point j'ai une voix incroyable. Oui, c'est caverneux. On fait des petits ajustements pour vous entendre un petit peu mieux, mais tout va bien. Oui, voilà. Tout d'un coup, je parle. C'est parce qu'on aime vous entendre. Mais certainement, mais je suis ravi. Donc, enfin voilà, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis rendu compte que les comics se réinventaient, tel le phénix, ils renaissaient de leur cendre, et ils mettaient à disposition d'un public large une mythologie qui était formidable. Et c'est pour ça qu'on peut voir effectivement le comédien dans Watchmen qui dit que la vie est une farce, comme Rorschach, c'est pareil, ce personnage de psycho-killer avec ce masque qui se tord, des taches d'encre voilà, qui se modifient. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte que le comédien, d'ailleurs, avec ce smiley taché de sang, relie véritablement toute l'histoire des comics, et Joker en est l'héritier, c'est évident. Je vais rebondir exactement sur ce que vous dites. Avant cela, on va passer un petit coucou à vous dans le chat. Bonjour Cosmo Flaco, vous nous dites une intelligence du réalisateur, du casting. C'est vrai que le casting est quand même impressionnant. Bonjour à vous Franck, merci à vous Arnaud Kikou d'être toujours avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des calls à poser à nos invités, ce sera avec grand plaisir. Tant qu'elles nous permettent un petit peu d'aller loin. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, ou même tout simplement à participer à cette discussion. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, on dit souvent que les super-héros sont un petit peu le reflet de notre temps selon les décennies qui passent. Moi, je trouve personnellement que Batman est peut-être un reflet de ce qui va pas dans notre temps en général, et avec cette décennie des années 80 que vous mentionnez, on était quand même sur une période où voilà, le crime était un peu différent, c'était la ruelle sombre avec le tueur et son couteau. Dans les années 2000, on est passé sur la période post-2001, 11 septembre, la menace venait peut-être plutôt du jour avec des menaces de bombes, c'est ce qu'on a pu voir avec le Joker de Heath Ledger. Kevin et Buterne, à votre avis, est-ce qu'on retournerait pas avec cette version, en tout cas là, par rapport à ce que vous avez pu entendre, vous n'avez pas vu le film, hein, je suis désolé, hein. On va continuer de vous embêter un peu là-dessus. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez qu'on pourrait retourner là dans une version du Batman qui retournerait peut-être à ses origines de combattre la menace la nuit dans les sombres ruelles de Gotham? Je suis pas sûr que Batman soit vraiment écarté de ce chemin-là en termes d'aventure scénaristique, on va dire. Batman, il y a plusieurs catégories. Il y a à la fois effectivement ce justicier de la nuit qui traque le méchant à forme humaine, qui se rapproche le plus de la réalité. Mais c'est vrai que je pense que d'un point de vue éditorial, il est important aussi pour son succès qu'il fasse du coup ces fameuses coopérations avec la Justice League, avec des super-héros un peu plus grandiloquents, un peu plus impressionnant, mais ce qui permet aussi de donner une bonne dose d'humanité dans un univers où le super-héros surpuissant, empli de pouvoir, et ça permet du coup de faire quand même un parallèle, de se retrouver projeté dans l'aventure. Nous, simples lecteurs, humains lambda, même si les super-héros n'existent pas, mais bon, vous avez compris. Peut-être, on ne sait pas. Mais donc je pense qu'en soi, c'est juste qu'on va avoir deux scénarios différents. Batman qui affronte toujours des forces cosmiques supérieures à lui, mais arrivera tout de même à être la tête pensante du groupe, et à côté de ça, pour les gens qui préfèrent des histoires plus conventionnelles, plus dans la tradition de Batman, on aura toujours aussi ce genre de récit. Ce qui effectivement est assez frappant, il faut peut-être le dire aussi, c'est que chez DC Comics, comme les héros sont plus vieux que ceux de chez Marvel,
on voit bien qu'ils ont un côté très proche de l'Amérique, et un côté très patriote. Et il faut quand même se rendre compte que finalement Superman, c'est le côté lumineux de l'Amérique, c'est Bright Side of America, et Batman, c'est son côté sombre, c'est le Dark Side of America. C'est les deux faces d'une même pièce. Exactement. Et selon que l'Amérique vit des moments sombres ou des moments lumineux, les deux personnages se succèdent sur grand écran. Par exemple, ils ont essayé de faire revenir Superman dans les années 2000. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'actuellement l'Amérique traverse une vraie période de remise en question, une période d'incertitude profonde suite notamment aux attentats de 2001 et c'est pour ça que le Joker aussi fait là sa meilleure performance parce que tout d'un coup dans cette Amérique un peu terrible où le faible est méprisé, écrasé, il apparaît comme un personnage quasi positif. C'est quand même la première fois qu'on fait d'un super méchant comme le Joker un personnage dont on peut avoir une certaine empathie en le regardant. C'est quand même assez sidérant. Là, le pingouin aussi dans les films de Tim Burton. Oui, c'est vrai. Déjà à l'époque, c'était une vision. Mais le Joker, de l'Amérique. Le Joker, on pouvait pas. Non, le Joker. Jack Nicholson dans le Tim Burton, on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui. On n'arrive pas à le. Non, parce qu'il est tellement. Voilà, il avance masqué, mais comme tous les Jokers. Les Jokers avancent masqués, sauf que là, effectivement. Le Joker de Joaquin Phoenix est si fort qu'en fait il a presque même pas besoin d'avoir son masque pour faire peur. Ouais. Très rapidement en 3 mots, comme ça on va pouvoir parler encore plus de reste. Pour vous qui côtoyez beaucoup l'actualité du cinéma, on peut avoir des Oscars pour aujourd'hui le Joker? En fait, ce qui a véritablement changé la donne, c'est la Mostra de Venise. C'est tout d'un coup ce côté totalement inattendu, une capitale vénitienne tournée intégralement vers le cinéma, ces petites salles un peu craspec, on va le dire quand même, parce que c'est un peu l'Italie. Et à Venise, tout d'un coup, un public qui fait 9 minutes d'ovation à un film américain, c'est quand même... Todd Phillips, c'est le 5e américain en 76 éditions de la Mostra à obtenir la récompense suprême, c'est-à-dire le Lion d'Or. C'est quand même... Franchement, une manifestation qui est une manifestation élitiste, une manifestation cinématographique liée à un cinéma d'avant-garde, un cinéma presque expérimental, en tout cas un cinéma d'auteur. Et c'est d'autant plus étonnant que Joker puisse obtenir une telle récompense. La Mostra de Venise, c'est là que tout d'un coup, finalement, presque le Festival de Cannes est ringardisé par la Mostra, qui ose, de manière très audacieuse, donner un Lion d'Or à un film de super-héros, à un film de genre, mais effectivement, un film d'auteur. Je vous propose tout de suite, on va faire un petit jeu très rapidement. On va voir si, franchement, c'est assez facile, mais voilà, vous allez voir, c'est assez original. Juste le temps pour moi de passer le bonjour à Quentin Barmas, merci de nous rejoindre, ou encore à Romain qui vient juste d'arriver. Merci à tous de nous rejoindre. Quentin, vous nous dites, en plus du fait que le film est magnifique scénaristiquement et visuellement, je trouve que la BO accompagne parfaitement le personnage et l'intensité de cette histoire. C'est vrai que cette BO est magnifique. C'est vrai que ce film a quand même tout pour lui, on dirait. On va revenir là-dessus très vite. Juste après ce petit jingle, je vous propose de faire un petit jeu avec nous dans le chat très rapidement. Bien, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le Joker a été incarné par quelques personnes, quelques acteurs, tant bien à l'image avec bien une incarnation, mais également à la voix avec des sommités du monde du doublage et du cinéma. On va tout de suite vous passer quelques extraits, on va voir si vous allez les retrouver. On va essayer de... Comment ? On a un buzzer ? Non, vous n'avez pas de buzzer. Je pense que de toute façon, ça va être tellement facile que vous allez retrouver tout de suite. Fallait appuyer. Je vous propose, alors Julien Cunel à la réalisation, si vous pouvez déjà nous en mettre un petit. À vous dans le chat de deviner. On va en tester 6 différents, si je me souviens bien. On va voir si vous arrivez à tous les deviner. Vous pouvez nous le remettre une fois ? Jack Nicholson ?
Jack Nicholson pour vous, ouais. C'est ça. On va en mettre un deuxième rapidement, ensuite on va prendre un peu plus de temps et comme ça on aura le temps même de revenir sur les interprétations. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils ont pas trouvé. Vous avez pas trouvé? C'est Jared Leto? Ouais, bien joué. Bien joué. Alors, c'est je bizarre, vous ai vu réagir, Ouais, ouais, c'est Kevin. Qu'est-ce que vous pensez du rire de Jared Leto? Ah, la bonne question piège. Vous pouvez vous mouiller. Vas-y. Il est tricard, c'est parti. Personne ne l'a pas vu. Pour situer, Jared Leto en soi n'est pas du tout un mauvais acteur et je pense que ça aurait pu être en soi un bon Joker. Le problème, c'est qu'il a été très très mal exploité. Dans Suicide Squad, clairement, ses apparitions, c'était juste un espèce de coup de com'. Il n'était pas spécialement utile à l'intrigue principale. Et son interprétation du Joker, je pense qu'il aurait dû le travailler plus, peut-être calquer sur, ou au moins s'inspirer des Jokers qu'on a pu connaître, parce que sa version à lui, au moins qui était propre à lui, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas d'autres comme le sien, mais manque cruellement de matière. On est très loin du matériel original, c'est ça le souci. Le et du coup, ça fait une problème trop grosse session. Le problème, c'est qu'on lui a rien donné à manger. Exactement. Il a rien à dire. Il a mis des scènes C'est coupées au vrai, montage. C'est C'est 11 minutes, je crois, de Joker coupé au montage. Ça C'est l'avait nul, énervé d'ailleurs à l'époque. Ouais, mais c'est nul. C'est vrai que le pauvre, Il a juste on à lui dire, donne aucune réplique It intéressante. just hurts really really bad. Super. Ouais, après, le film Suicide Squad dans l'ensemble n'est pas forcément un truc Non, très c'est vrai, c'est vrai. mémorable. Bon, il y a Harley Quinn, quoi. C'est Oui, vrai que Margot Margot Robbie, Robbie est quand c'est même vrai. une très bonne Elle est actrice sur ce quand rôle. même. Franchement, Comme dans tous ses rôles. elle sauve le film. Exactement. On peut voir le film que pour elle. C'est vrai. Oui. On va la retrouver dans Birds of Prey, on ira voir ça. Pourquoi pas, on en reparlera avec vous dans le chat. En tout cas, vous êtes chaud, je crois qu'on peut le dire. Arnaud Kikou qui a envahi le chat. Jared Leto pour être sûr bien de gagner. Vous l'avez trouvé, bravo, on vous fait confiance. Véronique, merci de nous rejoindre. En tout cas, bonsoir à vous, Véronique. Vous nous dites top ici, mais bien. Merci de nous rejoindre. Vous nous avez parlé également du film. Alors, je vais essayer de réinterpréter. Je crois que vous avez fait une petite faute de correcteur. Vous nous avez dit ce film est tapissier. Je pense que vous vouliez dire topissime, justement. Donc, pour vous, Véronique, ce film est topissime et ne parle même pas de Joaquin. S'il n'a pas l'Oscar, je ne comprends pas. Alors, en effet, Joaquin Phoenix a quand même là une interprétation assez dingue. Vous l'aviez interviewé, Olivier, pour ce film. J'avoue. Comment c'était d'ailleurs? Parce qu'à ce qui paraît, en tant que journaliste, c'est un peu dur. Il est très dur, oui. Alors, il véhicule cette espèce de voilà, tous les journalistes se repassent des tuyaux en disant fais gaffe, tu vas interviewer Joaquin Phoenix, mon pauvre ami, prends ton gilet pare-balles et tout. Bon, et en fait, j'ai passé un moment absolument extraordinaire avec lui. Alors c'est vrai que c'est intense, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, il a joué le jeu. Je pense qu'il a joué le jeu parce qu'il est serein par rapport à ça. Il est serein par rapport à son rôle, il sait qu'il a fait le job, donc il est content, donc il accepte, quand on pose des questions, d'y répondre, et ce ne sont pas des réponses toutes faites. Ce type réfléchit vraiment. Je me souviens que c'était au Bristol, il était sur son canapé, il se triturait sa barbe de 3 jours, il ne me regardait pas, il faisait des bonnes réponses, puis quand il vous regarde par contre, c'est que là qu'il faut commencer un peu à trouver que la question... Il va falloir en changer et faire une bonne question. Et je me souviens très bien de la façon dont l'interview s'est arrêtée. C'est que j'étais en train de lui parler, on était dans un échange assez intense sur justement la façon dont il avait psychologiquement investi le personnage. Il me balançait des trucs, j'ai répondu en anglais et à un moment donné, il se lève du canapé, il met ses mains sur mes épaules en souriant, mais alors de toutes ses dents. Il me met les mains sur les joues et il me dit bon ben voilà, on a terminé l'entretien. J'étais vraiment comme deux ronds de flanc. C'est le Joker. Et alors, le truc incroyable, c'est qu'en fait dans l'histoire, j'ai amené mon livre et je l'ai offert à Todd Phillips et je n'en avais pas 2. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Mais comment ça se fait? Pourquoi tu as donné le livre à Todd Phillips et tu ne l'as pas donné à moi? Mais c'est à moi qu'il fallait le donner. Je le veux, ce livre !»
Voilà. C'est vrai que Je moi, lui ai promis, je me suis engagé, je lui ai promis, je lui Ah bah. enverrai un livre dédicacé. moi aussi je lui enverrai un livre dédicacé. J'ai pas publié de livre, mais je le ferai. Non, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je devais l'interviewer l'année dernière pour les Frères Sisters. J'avoue que ça a été annulé au tout dernier moment. J'étais un peu déçu, mais pas trop. C'est Oui. assez effrayant hein, quand même. C'est un moment très intense. C'est vrai, ouais. Faut s'y préparer. Ouais. En tout C'est cas, c'est comme l'entrée dans une cage au lion. Ouais. En tout cas, dans le chat, vous êtes nombreux à saluer la performance de Joaquin Phoenix, comme vous, Thomas. Merci d'être avec nous. Et voilà, comme vous, Thomas, déjà. Vous nous dites que vous avez vu le film aujourd'hui, que vous l'avez aimé. Merci en tout cas de partager cela. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en quelques lignes. Ça nous intéresse. On pourra la partager sur le plateau, ce point de vue. Je vous propose de passer à un nouveau rire. On va voir si vous arrivez à deviner celui-là. Peut-être Marc leur Hamill. avoir une petite Ouais, fois c'est quand Marc même. Hamill. Marc ça. Hamill. Ouais, c'est Marc Hamill. Ouais. Encore une petite fois. Ils ont été piégés, Kevin. Hein. Oui, Ah ouais totalement. C'est Ouais. Kevin qui a compilé ces bravo, petits extraits. Bravo. C'était qui, Donc- Kevin, du coup? Bah, normalement, c'est l'acteur principal du film que vous avez vu récemment. Ah oui C'est Ouais. c'est Joaquin Mais je savais pas qu'il y avait Exactement. le récent, le gars Il aussi. vient de vous battre, là, quand même. Hein. Vous Ouais, l'avez ouais, vu, hein, il bien l'a pas joué. vu. C'est Mais bon, donc, j'ai 2 points d'avance, moi je suis bien. Tranquille. Non, c'est en effet Joaquin C'est Joaquin Phoenix. Phoenix. Ouais. Voilà, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, Olivier, un rire tout à fait impressionnant. Gloire, là, étonnant. non Encore un petit, je crois qu'il nous en reste 2, Ah c'est ouais. ça? Bon, Ah là, il y a eu ça, les deux, je crois. Ça, Non c'est Marc Hamill. Ah ouais. C'est qui pour vous, monsieur? Bah, moi, Oui, je reste oui, au oui, Marc oui, Hamill. oui, oui, parce que de toute façon, c'est quand même celui qui. Kevin? Non, c'est pas César Romero. Non, je connais pas du tout le César Romero, personnellement. Mais moi, je le connais en version française. Ouais. C'est ça le Ah problème. bah, Ah bah voilà. excuse. Ah bah oui, Et, mais si on commence... Bah non, mais c'est. Alors, César Romero, c'est le Joker que j'ai découvert Dites-nous quand hein, dans j'étais le gamin, chat d'ailleurs. à la télé, et c'était la série télé. Oui, bien sûr, ouais, avec Adam West, bien sûr. Alors, jusque dans To le the chat, Batmobile, let's jusque dans le chat, ça dit Hamill. Alors, on vous le rappelle, Mark Hamill, Luke Skywalker, qui est décidément un dieu du cinéma, a également doublé le Joker de façon Ça, magistrale depuis la série animée et dans également les jeux vidéo Arkham, où il a également une très bonne interprétation de Joker. Donc, pour vous également, Arnaud Kikou dans le chat, c'est Mark Hamill. Kevin, est-ce que c'est Mark Hamill? Exactement. Bravo, messieurs. Bravo. Ouais, ouais. On va vous en diffuser un dernier. On a hésité à vous C'est faire des celui de pièges. Batman Lego. On n'a pas fait de piège. Comment? C'est un très bon Joker. Ah non, c'était pas Mark Hamill, messieurs, enfin. Ah bah alors Me voilà. serais-je trompé Ce jeu Moi je est dis une Heath fraude. Ledger, hein, mais. Voilà. Heath bon. Ledger, oui, Heath Ledger, oui, bah c'est oui. exact. Eh oui, bien C'était sûr. ça. Oui, C'est ce évidemment. que j'ai dit Bien depuis sûr, le mais début. oui, non, parce que je la regarde en version Ah oui, espagnole. moi je l'ai vu en VF, c'est pour ça. Oui, 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 voilà. Non, bah voilà, vous avez été On a trompé, tout faux. J'ai vu dupé. la version russe, c'est pour ça. Arnaud Kikou dans le chat, ce n'était pas Mark Hamill, c'était bel et bien Heath Ledger dans The Dark Knight, le film de Christopher Nolan. Un petit dernier son, Julien c'est Cunel Mark à la Hamill, réalisation. Mais là, on va finir par l'avoir. Depuis le temps qu'on le veut. Oui, bah là c'est Marc Et Hamill. là quand même, ouais. Décidément pas, messieurs, alors décidément pas. En fait, on est tellement. Vous avez pas obsédés. mis le meilleur Je Joker. pense que vous ne regardez que les versions françaises des films. Ouais. Disons que. C'est possible. À votre avis, Oui. ça pourrait être qui dans ce... Ah, c'est César Romero là. Alors là, vous en avez. Voilà, c'est Bon, ça. écoutez, moi je quitte ce plateau. J'en ai marre. C'était bel et bien César Romero. Est-ce que Julien Cunel à la réalisation, on pourrait avoir définitivement Mark Hamill? Voilà, là c'est Mark Hamill. On peut vous le remettre Ça si c'est vous la voulez. VF. Comment? C'est la VF. On va vous le remettre. On est en réel là. Ah, il est pas mal non plus. hein. Il est pas mal. Ils sont Ouais, tous ils quand même sont pas tous mal. bien, ils Sauf sont Jared bien. Leto. En fait, le problème du Joaquin Phoenix, c'est que vous passez que la première partie et pas la deuxième. Ah oui. Oui, mais on a pris dans ce qu'on avait le droit de prendre dans le trailer. Du coup, c'est un peu compliqué. Ah, ils veulent pas montrer le. Non, mais c'est la scène c'est-à-dire du que c'est un pouvoir. peu difficile de prendre un rire long. Et comme ce rire est particulièrement long, on le voit d'ailleurs dans la scène Ah, il en quasiment a plusieurs d'ouverture, d'ailleurs. où on a un gros plan Voilà. sur son visage en train de Il y en a rigoler. plein. Et c'est vrai que. Il y en a plein, il rit quand même vachement. Enfin, de plus en plus. Ouais, Bon, pour ouais. la peine, je vais te spoiler le film. Il devient le Joker à la fin, c'est ça. Messieurs, je vous propose de vous écarter un peu de cette interprétation, tant dans le dessin animé qu'à la télévision ou qu'au cinéma. On va rappeler quelques noms quand même, puisque c'est toujours un plaisir de
de revenir sur ces acteurs qui ont incarné le Joker. César Romero, évidemment, Heath Ledger, Jack Nicholson, Joaquin Phoenix, Zach Galifianakis, qui l'a interprété dans Lego Batman. Lego oui, Batman. Lego Batman, bien Ouais, sûr. ouais, tout à fait. C'est surprenant, mais c'est le cas. Cameron Monaghan dans Gotham, Mark Hamill, évidemment, Michael Emerson dans un des dessins animés qui est sorti, ou un ou deux, je crois, John DiMaggio ou encore Troy Baker qui est un doubleur très connu du monde du jeu vidéo notamment, mais donc également du petit écran. Voilà pour ce passage en tout cas à l'écran de ce personnage du Joker. Je vous ai posé avant l'antenne une question, c'était de savoir si vous, sur ce plateau, vous aviez des comics en tout cas de référence pour vous qui vous sont chers ou que vous aviez envie de recommander. Donc si vous dans le chat vous en avez, n'hésitez pas à nous les transmettre, on les prendra avec grand plaisir. Quels sont les comics qui abordent le Joker que vous préférez? Si vous êtes de fidèles lecteurs, n'hésitez pas à nous le dire et on se retrouve juste après ça. On l'a dit au moins 10 fois. C'est le seul, c'est le meilleur. Alors merci à vous qui nous suivez dans le chat sur la page principale du Figaro, sur Twitch et encore sur Facebook. On est ensemble pour encore quelques minutes. N'hésitez pas à commenter, à nous poser vos questions. On n'a toujours pas eu de call pour nos invités, bien que les rires des Jokers n'aient pas été si faciles on n'a pas été très bon là-dessus. à déceler. N'hésitez pas en tout cas, comme moi, vous, Arnaud Kikou. Non. Vous nous dites que pour vous, le Joker dans Gotham est le meilleur. Alors dites-nous si vous êtes sérieux, parce que Non, moi non, je ne non. suis absolument pas d'accord. Non, il est pas sérieux. Non, je pense pas qu'il soit sérieux. Mais en tout cas, merci à vous qui nous suivez. Alors, on va commencer par vous, Kevin. Je vous ai demandé un comics de référence pour vous qui abordait ou qui présentait le Joker, et vous m'avez cité un certain en particulier. Alors moi pour le coup je vais pas vraiment faire dans l'originalité, mais il faut reconnaître que ça fait partie de la trinité, j'ai envie de dire, des comics Joker, et évidemment The Killing Joke. Voilà, donc là on est sur un comics qui date quand même de mon année de naissance, donc 88, et donc voilà, qui quand même psychologiquement est assez fort. On a quand même un Joker qui s'évade pour la 150e mille fois de l'asile d'Arkham, mais décide cette fois quand même d'attaquer directement, comment dirais-je, la famille, les amis de Batman, afin de prouver qu'une seule chose, c'est que en passant une mauvaise journée, même la personne la plus sainte d'esprit peut basculer dans la folie. Et donc juste ça, comme thématique, c'est extrêmement fort. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de The Killing Joke, mais pour moi ça fait partie quand même de la meilleure interprétation du Joker, et même encore actuellement. C'est un chef-d'œuvre et c'est même l'œuvre qui sert de référence matricielle pour le film Joker, au point qu'il y a des répliques qui sont citées explicitement dedans. Mais tout ce principe en fait de vivre une mauvaise journée pour vriller à la fin, c'est de toute façon le scénario ultime, puisque c'est la première fois qu'on a raconté les origines du Joker après l'époque Crisis. Enfin, je ne veux pas embrouiller les gens, mais grosso modo, cette histoire-là existait déjà avant avec le personnage de Red Hood. Et effectivement, oui, c'est génial. Et ça aussi, ça définit l'idée que le Joker n'est pas vraiment fou, ou en tout cas qu'il a conscience de ce qu'il fait, et que Batman, en fait, est un peu comme lui, et que les deux personnages sont Totalement. un peu fous tous les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont destinés à s'affronter, à se croiser éternellement. Et d'ailleurs, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, au moins sur le chat, si vous n'êtes pas au courant, je pense que vous, oui, mais Grant Morrison avait fait, c'était lors d'un podcast en 2013, il me semble, il avait émis une hypothèse comme quoi, à la fin du comics, Batman aurait assassiné froidement le Joker, tout simplement parce que dans la dernière case où le Joker et Batman sont en train de rigoler ensemble suite à une blague qu'il a racontée, le rire du Joker s'arrête net alors que celui de Batman continue. Ouais. Donc ça soulève aussi, est-ce que Batman a traversé la ligne? Est-ce que lui aussi finalement ça ne prouve pas que c'est plutôt Batman qui a passé une très mauvaise journée et qui est devenu C'est vrai totalement qu'on fou? on se souvient de cette case assez mythique des deux personnages qui se tiennent l'épaule morts de rire dans une foire déserte et transformée en musée des horreurs par le Joker. Et pour faire un point, édition, bonjour les gars, on vous aime.
Urban Comics, qui édite DC Comics en France, là a refait une édition de The Killing Joke avec la colorisation originale de John Higgins, le coloriste de Watchmen, comme ça tout est lié, avec le script aussi. Donc voilà, c'est que du bon si vous voulez découvrir la BD. Et justement, en parlant de référence, il y a une série qui est sortie dans l'année Titan, qui reprend donc les Teen Titans, avec ce personnage de Robin, futur Nightwing, qui, avec ses compères, a une petite histoire. Moi, c'est une série que j'ai trouvée plutôt bonne. Quand je m'attendais, j'étais pas très fan des séries d'ici en général, Arrow, Superman, Supergirl, etc. Et surtout pas Gotham, malheureusement. Mais en tout cas, cette série, notamment dans un des derniers épisodes, sans vous spoiler, hein, c'est le synopsis de l'épisode, eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'histoire, Robin doit retourner à Gotham pour enquêter, puisque Batman aurait pété les plombs, et il est en train de tuer tous les criminels, dont le Joker, et donc on peut voir ce gant du Joker sortir d'une voiture, lancé d'un immeuble. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. N'hésitez pas à aller voir cet épisode. En tout cas, c'est toujours drôle d'imaginer un Batman un peu énervé. On a une question dans le chat. C'est vrai qu'on les a tous mentionnés, mais on n'a pas fait de classement. C'est toujours bien les classements, ça rapporte du clic en général, messieurs. on va vous poser, on va répondre à Romain. Merci d'être avec nous, Romain. Alors vous, Arnaud, vous nous conseillez Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. C'est vrai, Arkham Asylum, très très grand comics. Je pense qu'on peut en parler des heures parce que c'est quand même peut-être même pas comics, là on est plutôt sur le domaine du roman graphique, de l'expérimentation dans la texture, dans l'histoire, dans la façon de raconter, c'est impressionnant. Et donc Romain nous demandait, pour vous qui a fait la meilleure interprétation du Joker, en quelques mots messieurs, on va peut-être commencer par vous Olivier. Mais effectivement, moi j'étais resté sur Heath Ledger qui m'avait fait forte impression. Mais toutes mes certitudes ont volé en éclats en ayant assisté à la projection de Joker avec Joaquin Phoenix. Maintenant, j'avoue que c'est lui, quoi. C'est lui. Autant César Romero, ma foi, bon, c'est une blague. Ouais. Jack Nicholson, quelque part, il est dépassé. Heath Ledger avait monté le personnage très haut. Jared Leto l'a fait descendre. Et Joaquin Phoenix le transcende. Mais alors... voilà, dans ma mémoire, ça reste, enfin, c'est gravé au fer rouge. C'est l'adéquation entre un acteur qui s'investit totalement dans la folie intense d'un personnage comme le Joker, qui est bien filmé dans un grand film, et vous ressortez de là, et en plus lui-même il en ressort aussi. Il n'en meurt pas, lui, contrairement à Heath Ledger. Il ne se noie pas dans la légende. Il redevient un acteur normal. Et en tout cas, voilà, c'est Joaquin Phoenix pour l'instant. J'attends les autres Jokers après tout, on ne sait jamais. Pour vous, Olivier j'ai pas forcément envie de me mouiller, donc je vais dire Mark Hamill en fait. Voilà, vous aurez compris que j'aime bien. Parce que même s'il l'a pas campé en live, il a campé le Trickster dans la série Flash. On va oublier ça, mais en fait, c'est juste parce que moi, je suis un enfant de la génération Batman TAS, donc la série animée qui est sortie du film de Tim Burton. Et même si je l'ai découvert en VF, j'ai fait une grosse consommation de Mark Hamill en VO ensuite, parce qu'il a fait quasiment toutes les séries animées, tous les jeux vidéo. Et il incarne justement cette espèce de pont qui s'est fait après Tom Nicholson entre le Joker cartoony de la série de Adam West et les comics des années 70 vers ce Joker plus inquiétant, plus froid, plus psychopathe et très, très haut en couleur, très showman. Et c'est mon préféré pour ça. Mais j'adore tous, quasiment, sauf Jared Leto. Je les adore tous. tous vraiment. Pour vous, Kevin de ce côté-là, je rejoins assez mes collègues Mark Hamill ou Heath Ledger. Enfin, pour moi, c'est deux interprétations différentes du Joker, tout aussi bonnes l'une que l'autre. Après, d'un point de vue cinématographique, effectivement, ça reste Heath Ledger parce qu'il représente vraiment toute l'essence du Joker, cette folie meurtrière, ce chaos constant, ce côté très calculateur, manipulateur, pour un seul but, c'est-à-dire rien à part le chaos, c'est tout. Donc pour les films, c'est Heath Ledger jusqu'à que je vois du coup Joaquin Phoenix. On rappelle que vous ne l'avez pas vu. Toujours pas, oui. Je me ferai flageller à la fin de cette émission. Mais sinon, Mark Hamill, moi aussi j'ai baigné dans la série animée Batman, où vraiment, même le doubleur français, je suis désolé, j'ai oublié son... Pierre Athé. Ouais, qui est mort il y a pas très longtemps. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est le Joker le plus représentatif
que je connais. C'est une grosse nostalgie dès que je regarde un petit épisode comme ça. C'est la petite larme à l'œil, on va pas se le cacher. Merci à vous, hein. Vous nous suivez dans le chat sur la page principale du Figaro ou sur Twitch. Alors je vais essayer de retrouver votre nom, pardon, Tenkidu. Merci beaucoup. Vous nous dites que la saison 2 est meilleure de Titan. Alors je crois qu'elle n'est pas encore sortie, elle sort bientôt. Ça a commencé. Ça a commencé déjà? Ouais, Ah bah super, on sait quoi faire cette semaine. On va on va aller voir ça. Merci en tout cas à vous qui commentez sur Twitch, sur Facebook, comme vous Quentin, Arnaud ou Romain. D'ailleurs, dites-nous, Romain, vous demandez la meilleure interprétation. Bah, dites-nous selon vous laquelle c'est. Merci à vous. On va retourner sur la question des comics que nous avons choisi en tout cas de vous présenter ce soir. Vous Quentin, vous nous dites à part Killing Joke, j'aime beaucoup le Joker dans Mad Love, plus récemment dans l'excellent run de Tom King, et surtout vous nous dites que vous l'avez particulièrement apprécié dans The Dark Knight Returns. Ça tombe bien, Olivier, je crois que vous l'aviez choisi, le Dark Knight Returns. Oui, effectivement, quand j'ai découvert ça en 86, ça a été une espèce de kiff monstrueux. C'était chez Aeterna, je crois que c'était l'édition française. Et quand j'ai découvert que Frank Miller avait opposé Batman, ce Batman vieillissant, quinquagénaire, à Joker, avec ce dessin si fort, si puissant, et cette relation si ambiguë entre les deux personnages, avec un baiser étonnant, une mort absolument épouvantable. Bien sûr. C'est un grand Joker, bien siphonné, bien taré, bien barjot, comme Frank Miller s'est entroussé sur le plan graphique et psychologiquement hyper atteint, bien psychopathe. Et donc je vais vraiment apprécier cette vision du Joker. En réalité, en y repensant, il y a aussi sur le plan nostalgique, ma petite larmichette, moi, elle va à un Joker qui est dessiné par Jim Aparo, parce que j'ai découvert Batman grâce, dans les années 70, à Jim Aparo. Et Jim Aparo, il avait une façon très particulière de dessiner le Joker, parce que d'abord, Aparo, il a un style qui se rapproche de celui de Neil Adams. Donc c'était des personnages très élégants qui évoluaient très élancés, des gymnastes. Il y avait une agilité dans ces comics qui était assez belle et c'était très réaliste. Et je me souviens encore d'une couverture de Jim Aparo où on voit Batman mettre la main comme ça et protéger littéralement le Joker en disant « Attention, c'est mon ami, il est innocent ». Et vous voyez tous les flics avec leurs flingues qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un des grands, Jim Aparo, un des grands dessinateurs de Batman qui a su en faire quelque chose de formidable. Et le Joker, cette espèce de figure du mal, cette carte à jouer qu'il représentait extrêmement bien, et avec cette espèce de longiligne, il était très longiligne, très avec ce menton interminable. Prognate, et en même temps extrêmement sympathique et très fort. Enfin voilà, c'était tribute to Jim Aparo. Merci de m'avoir fait rêver et d'avoir si bien représenté le Joker. C'est un beau message. Merci à vous dans le chat si également vous pouvez nous donner des références, des Jokers, des versions qui vous ont particulièrement plu. On les prend avec grand plaisir, comme Quentin nous l'a donné. Je retourne vers vous sur Twitch. Tenkidu, vous nous posez une question, ma foi, fort intéressante. On y est déjà un peu revenu, mais on va en profiter. On va revenir dessus pour vous. Vous nous demandez si la force du symbole Joker n'est pas plutôt d'être le fruit de la société, entre guillemets, puisque c'est un petit peu l'objet de ce film qui est sorti en France, on vous le rappelle, hier, plutôt que d'être un simple déséquilibré mental. C'est vrai que c'est intéressant, là on trouve une raison, peut-être pas dans sa folie, mais peut-être même que si, dans sa folie, Corentin. Mais je dirais que c'est le mélange des deux en fait. C'est-à-dire que pour moi le film, sans rien gâcher à ceux qui ne l'ont pas vu, ne fait pas vraiment de choix en fait entre ces deux versions. Est-ce que c'est un monstre inné? Est-ce que c'est un monstre social, le résultat d'un système cassé? C'est les deux à la fois pour moi. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours de cet article que j'avais lu dans Forbes peu de temps après les critiques de la Mostra où on parlait de Joker comme d'un film dangereux. Et le rédacteur, je ne sais plus quel est son nom malheureusement, mais il disait que
Si on faisait un film sur Charles Manson, donc un tueur hautement connu dans l'imaginaire américain, on verrait qu'il a eu une enfance très difficile, violente, il a été élevé par des racistes, et en un sens, on pourrait peut-être justifier ça par le produit d'une société cassée, l'héritage des racistes eux-mêmes, mais personne ne va jamais essayer de se mettre à la place de Charles Manson pour dire il n'est pas responsable. Et pour moi, c'est un petit peu le confluent de ces idées-là, c'est-à-dire que le Joker est un monstre, il a fait des choix qui font de lui un monstre, puisqu'il y a des gens qui souffrent de la société mais ne deviennent pas des tueurs, mais à la fois, effectivement, il y a vraiment un message social, politique, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de Donald Trump, et je pense que son image vraiment plane au-dessus de ce film. On disait, par rapport à la façon dont les États-Unis vont être positifs ou négatifs selon les époques, aujourd'hui on a une époque, je pense, où on peut faire du vilain le héros, parce qu'on a vu des success stories de vilains, en fait, dans la vraie vie. Et je pense qu'à mon avis, on en est là, en fait. C'est-à-dire que le Joker pose des questions aux spectateurs sans forcément prendre de parti. On peut lui reprocher, on lui a reproché. C'est pour ça qu'on dit que c'est un film dangereux, parce que du coup, il n'est pas aussi didactique qu'on voudrait qu'il soit. Mais pour moi, quand on en sort, oui, je suis d'accord avec vous, on est encore habité. Et on est habité de questions, comme de l'interprétation, de se dire, mais est-ce que je suis avec lui? Est-ce que je suis contre lui? Quelle est ma place dans ce grand débat? Et c'est pour ça que moi, ça me très intelligent, en fait. Au-delà du côté maestrie visuelle, etc., c'est vraiment un truc qu'on a besoin de voir aujourd'hui, justement, avec... il y a les gilets jaunes d'un côté, mais il y a aussi les djihadistes, il y a aussi les vrais tueurs de masse aujourd'hui aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et on a du mal à poser ces questions-là avec des termes rationnels à nous autres, les gens normaux qui ne connaissons pas ces problématiques-là. Là, je trouve ça vraiment bien fait par rapport à ça, et oui, il y a vraiment du social dedans. Alors en tout cas dans le chat, bonsoir à vous Magali, vous venez de nous rejoindre. Vous nous dites quel acteur Joaquin Phoenix, chapeau bas pour son interprétation dans le Joker. N'hésitez pas si comme Magali vous avez apprécié cette interprétation et ce film qu'on estime, nous en tout cas sur le plateau, pour nous qui l'avons vu, on l'estime grand ce soir. Voilà, on estime vraiment qu'il est excellent et qu'il est extrêmement bien représenté. Si vous avez des questions comme Tankidou sur Twitch, que vous soyez sur Facebook ou sur la page principale du Figaro, on les prend avec grand plaisir. On est ensemble pour encore quelques minutes. Ensuite, on va devoir se quitter et vous laisser, si vous ne l'avez pas vu, aller voir le Joker en salle le plus vite possible pour nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires des replays, par exemple, de cette vidéo. Justement, Corentin, je vous avais demandé également un comics qui aborde le Joker et qui fait référence pour vous. Lequel avez-vous choisi ? J'ai choisi Joker, de Brian Azzarello et Lee Bermero. Brian Azzarello, qui est un grand scénariste, notamment de Batman, qui a écrit beaucoup d'histoires alternatives sur le personnage de Batman, notamment une d'ailleurs que j'aurais pu citer aussi, qui est Night of Vengeance, qui raconte une version parallèle de cette histoire, une version alternative où la mère de Batman serait devenue le Joker parce que leur enfant aurait été tué par le fameux Joe Chill qui tue les parents Wayne normalement, donc la version de polarité. Et là, c'est une réflexion, on va dire, stylistique sur qu'est-ce que le Joker. Est-il fou? Est-il juste cruel? Est-ce qu'on peut être fasciné par lui? C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire d'un gangster qui s'appelle Johnny, qui est du crew du Joker, du gang du Joker, qui a été engagé pour aller le chercher à l'asile d'Arkham une fois qu'il est libéré. Parce que le Joker est libéré d'Arkham, on considère qu'il n'est plus fou. Et on va le suivre comme ça dans son retour à la ville. Il va, comme dans un film de mafia, à la Scorsese justement, il va renouer ses contacts, revoir ses anciens potes, monter des gardes de gang. Et tout le long, on voit le voyage à travers les yeux de Johnny, et on se dit, mais qui est ce Joker qu'on voit toujours à distance? Est-ce qu'on peut le voir comme un héros populaire? Est-ce qu'on peut le voir comme un gangster un peu rigolo? Et en fait, à la fin, et je ne vais pas gâcher la fin, mais en résumé, il y a une analyse brillante de justement pourquoi le Joker est une figure qu'il ne faut pas aduler, et pourquoi on aurait tort justement d'en faire une sorte de licence ou de franchise d'anti-héros ou de héros malgré lui. Parce que c'est vraiment une œuvre très cruelle, très graphique. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures lectures qu'on peut trouver sur le personnage, et elle a, je pense, influencé aussi les 10 dernières années qu'on a eues sur lui. Merci beaucoup. Pardon, Olivier. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ma rencontre avec Joaquin Phoenix. Lui-même analyse le personnage d'une manière très intelligente. Et quand tu dis par exemple tout à l'heure que tu peux pas faire le choix entre les deux, il se trouve que Joaquin Phoenix dans Joker, lui, traite le personnage comme une sorte de Mr. Jekyll et Dr. Hyde et Mr. Jekyll. Et ça, c'est assez passionnant. Je pense qu'il a effectivement construit tout l'itinéraire du personnage et tout son combat intérieur, il l'a construit sur cette figure du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et c'est pour ça aussi que le rire du Joker créé par Joaquin Phoenix est si fort, c'est qu'il mélange ces deux intentions-là, à la fois le Dr. Jekyll, celui qui veut suivre la société et essayer d'y briller en faisant rire ses contemporains. Et en même temps, il y a ce Mr. Hyde en lui
qui le pervertit, qui l'emmène vers d'autres territoires, qui veut s'affranchir de cette société et même donc y mettre le chaos. Et c'est vrai que Phoenix, il incarne parfaitement ces deux tentations, cette tension du personnage qui rend le film si fort. C'est aussi ça, cette espèce d'opposition, cette tension, ce fil entre la folie et le chaos et la raison. Et je trouve que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est une belle façon de voir aussi le Joker. D'ailleurs, on peut vous retrouver sur les pages du Figaro pour justement cette entrevue. Joaquin Phoenix derrière le sourire du Joker. Voilà, vous nous expliquez cette rencontre qui est, je pense, en tant que journaliste, et sur un sujet aussi qui retourne un peu le cerveau. Ça doit être assez passionnant. De toute façon, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs à la fin. Je dis, j'ai la chance de pouvoir vivre un moment presque historique. Vous rencontrez au moment où sort ce film-là, moi dans ma vie et dans la vôtre, c'est un moment formidable. Et il se trouve que par la petite porte, j'arrive à rentrer et à être là. Je fais partie d'un moment un peu historique, quoi, où tout d'un coup, vous êtes le témoin de la sortie d'un grand film. Vous êtes là et vous interviewez le type qui a fait ce truc fabuleux qui est sur les écrans. On vous retrouve... J'aimerais tellement qu'il l'ait. Comme l'an dernier, quand j'ai interviewé Rami Malek, et je me suis dit, putain, ce mec est tellement dingue. T'as un point de passage en fait avant l'Oscar, toi. Non, mais c'était évident. Personne ne voulait me croire. Je me souviens très bien quand je suis rentré au journal. J'ai dit, les gars, ce gars, il va avoir un Oscar. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Bon, là, moins. Et on vous retrouve également dans un autre article, Olivier Delcroix, sur le Figaro. Todd Phillips, dans Joker, Joaquin Phoenix incarne le chaos de manière naturelle. Donc même quand vous interviewez Todd Phillips, le réalisateur, vous parlez de Joaquin Phoenix en fait. Ben oui, et tout simplement parce que Todd Phillips est amoureux quasiment de Joaquin Phoenix. C'est deux bons copains, et j'ai bien compris que Phillips n'aurait pas fait ce film-là s'il n'avait pas eu l'accord de Joaquin Phoenix. Et je le sens bien, dans les couloirs du Bristol, j'ai vu comment ils étaient, les mecs. Il lui a longtemps couru après pour le rôle. Mais c'est ça, ouais, exactement, il explique pourquoi. En revanche, c'est beaucoup plus facile d'interviewer Todd Phillips que Joaquin Phoenix. On n'est pas surpris. Il est loquace. Repassons pour terminer ce live au monde du papier, des comics, parce que nous on lit pas en numérisé, nous messieurs, on lit en papier. Merci en tout cas à vous qui nous suivez. Bonjour à vous. Merci toujours d'être avec nous, Quentin, ou encore bonjour à vous, Thibaut, qui venait de nous rejoindre. N'hésitez pas, pour les quelques secondes qui arrivent, nous poser vos questions ou nous dire les références pour vous qui abordent le Joker. Ensuite on va se quitter malheureusement, mais on se retrouvera juste après. Pour terminer, moi j'avais également des références que j'avais choisies. En premier, j'avais quand même pensé à Death of the Family. C'est une des versions du Joker qui m'a vraiment fait particulièrement peur. C'est un Joker c'est assez récent d'ailleurs. Je n'ai plus les noms des auteurs. Je crois que c'est Snyder. Snyder et Greg Capullo. Snyder, c'est ça, voilà. Ils sont pas mauvais ceux-là. Ils sont pas mauvais. Ils ont fait un très long passage il y a quelques années. C'est arrêté récemment. Et donc du coup l'histoire, c'est tout simplement que c'est un Joker qui a disparu après s'être fait couper le visage par un autre vilain, et qui revient hanter Gotham très discrètement, habillé avec un uniforme de travailleur avec une clé à molette dans la poche, qui revient piquer son visage, et qui donc a un visage flétri, qui est en pourriture, avec des mouches autour à chaque case dès qu'il parle. Même Harley Quinn est terrifiée par ce Joker-là et demande à Batman de le sauver. Oui, il y a un côté Clive Barker. C'est vraiment impressionnant, j'ai trouvé en tout cas. Et puis c'est une référence également à Death in the Family, un des romans, des comics classiques de l'univers Batman, puisque c'est celui dans lequel le Joker, qui est devenu un ambassadeur en asile en Iran. Pas en asile de fou, il a l'asile en Iran. Du coup, Batman n'a plus le droit de l'attaquer, et donc il se retrouve avec une tenue iranienne de l'époque dans les années 80, où peut-être la bande dessinée était peut-être un peu plus politisée, où il a demandé l'autorisation à l'ayatollah Khomeini de pouvoir aller aux Nations Unies au nom de l'Iran, et donc déclenche un attentat aux Nations Unies. Et juste après, on le connaît l'histoire, doit tuer le second Robin, en la personne de Jason Todd, qui est l'issue, je crois d'ailleurs, on en reparlait tout à l'heure, Kevin, d'une histoire un peu plus originale que ce qu'on a traditionnellement, cette mort de Jason Todd.
Il faut savoir déjà que Jason Todd, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait les lecteurs. Il y avait eu un questionnaire, je ne saurais plus vous dire dans quelle publication à ce moment-là, le numéro du magazine, mais il y avait un questionnaire, si oui ou non on voulait garder Jason Todd en vie ou pas. Les lecteurs ont choisi que non. Du coup le Joker l'a matraqué de façon assez explicite. Et pour au final que Jason, parce qu'un héros de comics ne meurt jamais vraiment, revienne finalement sous le masque de Red Hood, donc le premier vrai costume du Joker. Donc grande histoire. Moi j'ai une petite colle à vous poser, tiens. Ah, puisque vous nous avez un petit peu mis sur Ah, le grill là. c'est moins drôle dans ce sens-là. Joaquin Phoenix n'a pas interprété qu'un seul personnage. Il a interprété Superboy. Bravo! Il est fort. avec Xavier, là. Joaquin Phoenix était un Quand il acteur avait 12-13 quand il ans. était enfant, Ouais. et il portait un costume, ma foi, d'un goût très spécial. Très douteux, on peut le dire. Comment? Oui, très Très douteux, douteux. ouais, avec des yeux, des effets spéciaux Avec des rayons laser. incroyables. Et ouais, et des punks qui en Franchement, subissent les on vous conséquences. conseille cette référence sur YouTube, c'est très très drôle. D'ailleurs, une troisième colle. Ah. Qui a écrit A Death in the Family? A Death in the Family, Celui dont tu viens de parler. je ne l'aurais plus. Non, je- là, c'est une vraie colle, là, bravo. c'est- C'est Là, Jim c'est Starlin. dur. Comment? Ah, Jim Jim Starlin. Starlin. Ouais, là, je Et l'avais le plus dessin, vite. c'est Jim Aparo. D'accord. Bah voilà. Et ouais. Voilà, écoutez, La boucle est bouclée, mon Ouais, gars. exactement. Je suis désolé. c'est Et pas merci Marc Hamill pour qui avoir l'a cité dessiné, une vous nouvelle êtes sûr? fois Jim Aparo. Le meilleur. Non, J'adore et pour terminer, une petite mention un peu plus récente, c'est de Batman Who Laughs, puisque de Man Who Laughs, c'est la référence directe à l'homme qui Et oui, rit, l'homme qui rit. qui a inspiré directement le Joker, qui avait donné également un comics dédié au Joker. Et donc The Batman Who Laughs, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est très dark, presque gothique, et dans lequel bien, le Joker reprend la tenue du Batman en version un peu SM gothique, un Ah, peu tu énervé. On a des images où il tient le Joker en laisse, le Robin en laisse. Robin, Enfin, c'est vraiment en tout cas une version assez hard, mais ma foi très originale et assez terrifiante comme toujours. Voilà, on vous conseille en tout cas de suivre ça. Et surtout, on vous remercie puisque nous arrivons à la fin de ce live. Je vais retourner vers vous pour clôturer ce live dans le chat. Merci à vous, Arnaud Kikou, Quentin, Thibaut, Romain, Thomas ou encore Véronique. Vous étiez nombreux à nous suivre, que ce soit sur la page principale du Figaro, sur Facebook ou encore sur Twitch comme vous. Tenkidou, un grand merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Merci à vous, Kevin, de nous avoir suivis. On rappelle Merci beaucoup. qu'on peut vous retrouver sur YouTube pour une chronique consacrée aux super-héros et aux comics, à la pop culture en général. N'hésitez pas, ça s'appelle Comics Café. Voilà, le mot est passé. N'hésitez pas à aller voir ça et à lâcher un petit pouce bleu. Merci à vous, Olivier Corentin Mouchon. Je rappelle que vous êtes journaliste chez nos confrères de Comics Blog, un site de référence en France pour les comics. Et enfin, merci à vous, Olivier Delcroix. Vous êtes rédacteur en chef au Figaroscope et au Figaro. Vous êtes un fidèle habitué de ces lives dédiés au cinéma et aux super-héros. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous pouvez retrouver son ouvrage sur les super-héros au cinéma qui vous livrera plein de petites références sur ce sujet. Que l'on aime tant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on va se quitter sur un petit dernier générique et je vous dis à très bientôt sur Figaro Live.